de faire l'unanimité, mais le ministère ivoirien de la Santé milite en sa faveur. Il lance aujourd'hui la 21e édition des Journées de l'allaitement maternel. Dans cette édition, nous irons également à la découverte de Kwadio Tekro, un village dans la région du Bélier. Les populations y vivent sans électricité ni pistes praticables. Enfin, des interrogations aujourd'hui en République démocratique du Congo après les nombreuses défections d'athlètes aux Jeux de la francophonie à Nice. Voilà, bienvenue sur RTI2, bonsoir à tous. Un rassemblement hors du commun aujourd'hui dans la commune du Plateau. Des femmes se sont mobilisées pour célébrer la semaine de l'allaitement maternel en Côte d'Ivoire. Thème consacré, soutenir l'allaitement aux côtés des mères. L'allaitement maternel, une recommandation vitale pour le bébé, mais qui n'est toujours pas perçue à juste titre par toutes les nourrices. La semaine de l'allaitement maternel a été lancée par la ministre de la Santé, Raymonde Goudou-Koufi. C'est un reportage de Laetitia Manglé. 1,5 million d'enfants nourris de façon artificielle décèdent chaque année des suites de diarrhée chronique selon l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres qui effraient mais qui peuvent toutefois être revus à la baisse si toutes les mères pratiquent régulièrement et convenablement l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Ces mamans du district d'Abidjan l'ont bien compris, elles ont opté pour l'allaitement maternel dès la naissance. Le lait maternel est très important pour la santé et ça fait que je vais moins à l'hôpital. Peut-être si je vais à l'hôpital, c'est pour le vacciner, c'est tout. Si je donne le lait, le problème est que c'est pas trop ça parce que je suis beaucoup. Elle fait beaucoup la diarrhée. Donc je préfère lui donner le lait maternel. Je conseille aux mamans qui sont enceintes de donner le sein maternel à leur enfant parce que c'est très bon pour la santé. Ça évite beaucoup de choses. Promouvoir l'allaitement maternel chez les enfants de 0 à 6 mois, un combat que mènent les autorités ivoiriennes à l'instar de la communauté internationale. Une semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée depuis 1992. La première goutte qui sort du sein de la mère après l'accouchement qu'on appelle le colostrum, cela est rempli bien sûr de vitamines et tout pour protéger l'enfant. Donc c'est important que la mère puisse donner le sein exclusivement pendant 6 mois avant que d'autres aliments puissent prendre le relais. C'est vraiment essentiel. Donc c'est l'objectif, n'est-ce pas, de cette campagne. Protéger l'enfant, protéger la mère. Ces journées sont généralement commémorées dans le monde entre le 1er et le 7 août chaque année. Mais en Côte d'Ivoire, la célébration officielle débutée ce samedi s'achève le 21 septembre prochain. Des actions de lutte contre l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire. La Jeune Chambre internationale Abidjan a fait des dons aux enfants malades du centre hospitalier de Trècheville. Faut-il le rappeler, environ 5000 cas d'ulcère de Buruli ont été dénombrés en Côte d'Ivoire depuis 1995. Le point avec Michel Digré. Au cours de ces dernières années, l'ulcère de Buruli s'est répandu dans plusieurs localités du pays, entraînant de nombreuses victimes parmi les enfants.
Plus de 5000 cas ont été notifiés depuis 1995. Face à ce constat, la Jeune Chambre internationale d'Abidjan s'est engagée depuis 2007 dans la lutte contre l'ulcère de Buruli. Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité pour le mandat 2013, elle a lancé depuis le mois de janvier son programme d'assistance en faveur des enfants souffrant de l'ulcère de Buruli, programme qui s'achève par un don aux malades du CHU de Trècheville. L'ulcère de Buruli est la troisième maladie mycobactérienne chez l'homme après la lèpre et la tuberculose. Une détection précoce et un traitement rapide des patients permet de réduire de façon considérable les séquelles de la maladie. La Côte d'Ivoire, justement, s'investit dans la prise en charge et le suivi des personnes vivant avec le VIH. À cet effet, le ministère de la Santé et United, structure en charge du projet permettant l'accessibilité des tests de dépistage, ont signé un partenariat. On retrouve Michel Digré. Malgré les avancées opérées dans la réponse contre le VIH-Sida, l'on a enregistré en 2012 un taux d'infection de 3,7% en Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 100 000 séropositifs sont sous traitement antirétroviraux et ont besoin d'un examen de mesure de la charge virale pour un meilleur suivi. Le lancement du projet Opéra permettra de faciliter l'accès aux tests de mesure de charge virale. En tant que ministre de la Santé, c'est vraiment pour moi ce sur quoi je voudrais insister, ne plus décéder du VIH-Sida. S'il faut vivre avec, eh bien, on le vit dignement avec ce virus et que ça ne continue pas d'être un virus dévastateur avec tout ce que cela entraîne, c'est-à-dire la stigmatisation qui effectivement affaiblisse les malades. Après la signature de partenariat entre le ministère de la Santé et l'UNITAID, structure chargée d'exécuter ce projet, les responsables de UNITAID ont au cours d'un point de presse expliqué le contenu du projet Opéra. Le projet va contribuer à équiper 2 sites de laboratoire qui sont le site du CEDRES et le site du CEPREF, Aconda CEPREF. Et dans ces 2 sites vont être mis en place des équipements, vont être mis en place des tests de charge virale, et tout cela va s'accompagner de ce qui est nécessaire pour que cela fonctionne. Le projet Opéra est estimé à 1,5 milliard de francs CFA et sera exécuté dans 4 pays, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Plus de 90 cadres de sécurité sociale issus de 15 pays d'Afrique francophone ont reçu des diplômes le 10 septembre dernier. Après une formation annuelle à leur intention, ils ont été formés sur la prise en charge du travailleur et du retraité. Les précisions de Laetitia Manglé.
Fin de formation pour ces cadres de sécurité sociale venus de 11 pays d'Afrique francophone. Une formation de 12 mois au cours de laquelle ils ont acquis des connaissances supplémentaires en matière d'exploitation, de prévention et de sécurité sociale. Aujourd'hui, ils se disent aptes à donner une nouvelle vision de la sécurité sociale dans leur pays d'origine. Au vu de cette formation, j'essaie de faire une comparaison par rapport à ce qui est fait ici, ce que j'ai reçu, et je compte apporter un plus dans ma caisse par rapport au niveau du contrôle d'exploitation. La formation que je suis venu suivre en Côte d'Ivoire ici m'a permis d'avoir un certain nombre de bagages pour servir les vieilles personnes qui ont bataillé fort pour nos nations et qui demandent une retraite méritée. Pour les professionnels de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire, cette formation répond à un souci de renforcement des capacités du personnel des organismes de sécurité sociale africains. Nous avons des défis à relever, des défis de performance, des défis de qualité, des défis d'efficacité opérationnelle et d'efficacité stratégique. Et pour faire face à ces différents défis, chaque entreprise a besoin de compétences humaines. Et pour avoir ces compétences humaines-là, on ne peut que passer par la formation. Ce sont à ce jour 979 élèves formés par le Centre ivoirien de formation des cadres de sécurité sociale, CIFOX. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays, plus précisément dans la région du Bélier. Nous sommes dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le village de Kwadio-Tekro, situé entre Dimbokro et Tiemelekro, vit dans des conditions difficiles. Pas d'électricité ni de pistes praticables pour les véhicules. On écoute Hamza Diaby. Il est 6 heures du matin. Le soleil se lève sur Kwadio-Tekro, village baoulé de 3000 âmes environ dans la région du Morono. À cette heure de la journée, la pompe hydraulique du village est prise d'assaut et les habitants vaquent déjà à leurs occupations. Ici en train de faire éventage. Par jour, il peut fabriquer 10. Quand il fait là, les gens, les femmes là, ils viennent à Abidjan pour payer éventage là pour partir. C'est sur commande. Quand il fait comme ça, il arrive au usine là-bas, et puis il fait barrage, puis il met tout dedans, puis il reste passage, il met ça dedans, puis quand le poisson rentre dedans, et puis matin, il m'a regardé, quand je lève là, c'est un poisson dedans, mais il suis dans le pirogue, et puis il tue les poissons, puis il vient pour vous vendre, pour débrouiller, pour manger un peu. Le fleuve Nzi le recourt quand la pompe du village est en panne, comme c'est le cas régulièrement. C'est le lieu également de contracter la bilharziose ou l'onchocercose. La mutuelle de développement de la localité juge la situation à Kwadio-Tekro au-dessus de ses forces. Nous avons d'énormes problèmes au niveau de l'eau, au niveau de l'école, au niveau du centre de santé. Heureusement, nous venons d'avoir une école primaire de 7 classes grâce au programme présidentiel d'urgence, mais l'école primaire n'est pas encore équipée. Nous avons également pu bénéficier d'un centre de santé qui n'est pas également équipé. Et actuellement, le gros problème qui nous tient à cœur,
et pour lequel nous sollicitons l'aide de l'État, c'est l'électricité. C'est un gros village qui baigne dans l'obscurité totale. Les habitants de Kwadiotekro obligés de parcourir une quinzaine de kilomètres à pied pour se rendre au centre de santé le plus proche, pendant que le taux de mortalité reste de 3 enfants sur 5. La nuit tombée, hommes, femmes et enfants, à l'aide de lampes torches, guident leurs derniers pas pour rejoindre les cases. Demain est un autre jour à Kwadiotekro, mais les conditions de vie de la population seront sûrement les mêmes, jusqu'à ce que son cri de détresse soit entendu des autorités. En Égypte, environ 200 personnes ont tenu aujourd'hui une marche symbolique au Caire, manifestation pour marquer la dispersion sanglante par les forces de sécurité il y a un mois de revendicateurs pro-Morsi. On s'interroge aujourd'hui en République démocratique du Congo après les nombreuses défections d'athlètes aux Jeux de la francophonie à Nice. 7 basketteuses, 2 cyclistes et un footballeur congolais ont disparu après avoir reçu leur prime dimanche dernier. Déception et colère après la fuite de 10 sportifs congolais aux Jeux de la francophonie. C'est autant de chances de médailles qui s'envolent. À Kinshasa, pourtant, la nouvelle n'a pas vraiment surpris. C'est une mauvaise habitude pour nos athlètes de se comporter de cette manière. Y a-t-il eu des accords sur les primes? Comme le disait un membre de l'équipe, les responsables sportifs congolais en conviennent. Il y a bien eu quelques difficultés financières, mais au final, tous les athlètes auraient touché leur argent. Les responsabilités, il faut aller les chercher ailleurs. Moi, je crois que c'est dû aussi en partie au fait que pour obtenir des visas des pays européens, ici, dans nos pays africains, c'est tout un parcours de combattants. La première fois qu'ils ont un visa, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? De partir pour ne pas revenir. Héros du premier tour cycliste du Congo, la star du vélo congolais est amère. Les jeunes cyclistes qui ont fait défection, Doukoua Bumba les connaît bien. Il les a même conseillés avant leur départ pour Nice. Leur attitude, il la condamne. Ces défections, ça exaspère les autorités congolaises. Le risque, c'est que ça pénalise d'autres athlètes qui n'auraient pas eu la même attitude. À leur place, je me serais plutôt concentré sur mes performances. Confrontés au même casse-tête pour obtenir des visas, les artistes congolais se sentent solidaires et interpellent les autorités. Pourquoi on fuit? Parce qu'il y a des soucis. Donc, il faut d'abord arranger. Qu'est-ce qu'il faut arranger? On se dit, mettons des infrastructures ici. Et on verra qu'il y aura moins de fuites. Les Congolais ne sont pas les seuls. Au total, 23 athlètes africains ont déserté les Jeux de la francophonie. Parmi les fuyards, des Ivoiriens et des Djiboutiens. En bref, les États-Unis et la Russie d'accord aujourd'hui à Genève sur le démantèlement des armes chimiques syriennes d'ici mi-2014. L'accord prévoit également la possibilité de mesures contraignantes.
37 morts dans un incendie survenu le 13 septembre dernier dans un asile psychiatrique à Saint-Pétersbourg en Russie. Les autorités russes ont ouvert une information judiciaire pour homicide par imprudence et négligence. Tragique incendie en Russie dans la région de Novgorod. Selon un dernier bilan, 37 personnes ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dans une aile d'un asile psychiatrique ravagé par les flammes. Le bâtiment en bois, vieux de 200 ans, abritait des malades atteints de pathologies lourdes, ce qui a compliqué leur évacuation. Seule une vingtaine de personnes a pu sortir à temps. Plusieurs incendies ont fait de nombreuses victimes en Russie ces dernières années dans des hôpitaux psychiatriques, des foyers ou des maisons de retraite, souvent vétustes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je me réjouis déjà de vous retrouver très prochainement, toujours sur votre chaîne RTI2.